Et on donne maintenant la parole à l'orateur suivant, qui est Monsieur Bricot. Bien, bonjour à tous. Donc voilà le sujet qui va nous préoccuper là pour les minutes à venir. La valeur de densité est-elle crédible? Première diapo où je ne parle pas de scanner, je vous montre de l'IRM avec des valeurs de coefficient ADC. Je suis tombé sur cette publication un peu par hasard. Les auteurs ont essayé de faire des choses en regardant les valeurs d'ADC et je pense que je ne vais rien vous apprendre en vous rappelant que l'IRM, c'est quand même compliqué, qu'on se méfie un peu des choses qui se basent sur des valeurs d'ADC. Et puis, en fait, j'étais tombé là-dessus, mais ça m'a un petit peu interpellé parce que le premier auteur, vous voyez peut-être qui c'est, et du coup, ça m'a rappelé qu'il était aussi parfois du côté obscur de la force et qu'il s'intéressait à de l'IRM. Mais on va abandonner tout de suite l'IRM et revenir au scanner. Et parce qu'en scanner, quand même, l'avantage, c'est que c'est simple et que c'est fiable. Je vous ai mis un exemple. Là, on a un nodule surrénalien, la densité est inférieure à 10 UH, c'est un adénome, la question est réglée. Donc ça, quand même, on aime bien. On aime bien, mais il se trouve qu'il faut quand même que je vous parle pendant plusieurs minutes. Et du coup, on va quand même essayer de voir si c'est si simple que ça. Et puis peut-être aller du rêve à la dure réalité. Alors, on va commencer ce voyage ensemble. Pour rappeler le terme, on fait de la tomodensitométrie, on mesure des densités. L'eau, c'est 0 UH, l'air, c'est moins 1000 UH. Donc c'est M. Hounsfield qui a donné son nom à l'échelle. Là, on le voit qu'il rigole bien, peut-être parce que ça le fait bien rigoler qu'on parle de densité. Mesure de densité, je vais, là, je pense, rien vous apprendre, mais le scanner, ça ne mesure pas la densité, ça mesure l'atténuation. Alors, c'est sûr, densité, c'est plus simple. Puis dire tomo-atténuatiométrie, j'y arrive même pas, vous voyez. Mais finalement, ça change quand même déjà pas mal de choses. Alors, on mesure l'atténuation. On va prendre l'exemple, donc une publication assez récente. Les auteurs se sont amusés à mettre un petit, vous voyez, désigné par la flèche, une petite goutte remplie de contrastes à des concentrations différentes, à faire un scanner dessus. Ils mesurent la valeur d'unité Hounsfield. Ils ont envoyé un faisceau à 100 kV et puis ils ont trouvé une valeur de 55,7. Ils ont fait la même chose à 120 kV. La mesure, cette fois-ci, c'est 43. Donc la mesure est différente, oui, parce que l'atténuation est différente selon la nature l'énergie du faisceau de rayons X. Donc, déjà, ça perturbe un peu, mais finalement, ça s'explique bien. On mesure l'atténuation et quand le faisceau change, l'atténuation n'est pas la même. Alors, ils ont un peu continué aussi les expériences. C'est qu'ils ont fait ça avec deux machines de deux constructeurs différents. Vous voyez, la machine bleue et la machine rouge. Là, dans les mêmes conditions, les mêmes valeurs, les mêmes réglages, ils avaient un écart d'une douzaine d'UH entre ce que donnaient les deux machines. Alors là, on est quand même un petit peu plus embêté, mais ça, c'est une expérience que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours. Alors, donc ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'on mesure l'atténuation et pas la densité, et puis c'est quand même pour une énergie donnée. Et puis en plus, l'énergie, la machine envoie un certain spectre de rayons X. Et du coup, en fait, l'énergie, on ne sait pas, il y a plusieurs énergies qui sont envoyées par la machine. Alors vous allez me dire, oui, alors effectivement, ça donne des problèmes, éventuellement de reproductibilité entre les spectres envoyés par des machines différentes. Si on veut avoir une bonne reproductibilité, on va passer à des outils modernes, on va faire de la double énergie, et puis en double énergie, vous savez qu'on peut recalculer des images monochromatiques, donc on gère l'énergie de façon très précise, et du coup, on aura des valeurs très précises et reproductibles. Alors, toujours la même publication que tout à l'heure, ils ont fait ça. Cette fois-ci, ils ont fait des acquisitions monochromatiques, donc les machines recalculent les valeurs d'atténuation pour différents niveaux d'énergie. Et vous voyez qu'on a toujours une différence de plus de 10 UH entre les données des différentes machines. Vous voyez aussi que les points s'étalent, ça veut dire qu'une même machine, quand elle fait plusieurs fois la mesure, elle ne trouve pas plusieurs fois la même valeur. Et puis en plus, alors quand on est passé au monochromatique,
ça a rajouté une variabilité supplémentaire, parce que cette fois-ci, selon la valeur de l'énergie monochromatique utilisée, l'écart entre les deux machines se modifiait, et puis en fonction de la densité de ce qu'on mesurait, l'écart entre les deux machines se modifiait aussi. Donc finalement, donc on mesure l'atténuation, ça dépend de l'énergie, on s'attendait à pouvoir corriger en faisant du monochromatique, et en fait, ça corrige plus ou moins bien, et il y a quand même plus ou moins de variations. Ça se complique. Bon, puis il y a autre chose qui va quand même compliquer les choses, c'est que les images, en plus, elles sont bruitées, donc ça, on en a parlé. Voici là une même acquisition, répétée 2 fois. On est censé voir des petites mires, hein, là où on les voit un peu, si j'arrive à avoir une souris, pof. Voilà, dans ce coin-là, alors selon l'acquisition faite, selon la nature du bruit, vous voyez qu'il masque plus ou moins ces petites images de mire de 6 mm, et du coup ça change les valeurs mesurées sur l'image et la visibilité des objets sur l'image. Là, c'est du bas contraste, on en parlait tout à l'heure. Alors, donc c'est finalement pas si simple, parce que ces mesures sont perturbées par le bruit, comme on vient de le voir. Alors, vous allez me dire, je vous fais beaucoup parler ce matin, mais je vous entends pas très bien, mais je pense que vous pouvez le dire quand même, c'est que finalement ce bruit, certes ça nous gêne, mais maintenant on a la reconstruction itérative. Et grâce à la reconstruction itérative, ça nous débarrasse du bruit dans une très large mesure. Là, vous avez 2 exemples. Un même scanner avec la reconstruction classique par rétroprojection filtrée, celle avec la reconstruction itérative. Et le bruit, on en a beaucoup moins, et du coup, les mesures sont plus exactes. Alors certes, ça aide, sauf que, et l'exposé d'avant vous l'a montré, ça marche jusqu'à un certain point. Là où on est embêté, c'est quand on diminue la dose, on a plus de bruit. Et bien quand on diminue la dose, la rétroprojection filtrée, certes, va être affectée très tôt, et on va perdre très vite les bonnes mesures, et on va perdre ce qu'on était censé voir sur l'image. Avec la reconstruction itérative, on retarde un petit peu ce phénomène. N'empêche que quand on n'en voit pas assez de rayons, même avec la reconstruction itérative, les images sont perturbées et on n'y voit plus grand-chose. Et puis, quand même, il faut être un petit peu vigilant, parce que ces algorithmes de reconstruction itérative, ils essayent, en utilisant des modèles statistiques, de reconnaître ce qui est du bruit et ce qui est de l'information pertinente. En fonction de ça, ils enlèvent ce qu'ils considèrent comme étant du bruit dans l'image, mais on trouve dans la littérature un certain nombre d'exemples où finalement l'algorithme s'est un peu trompé. Il pensait que c'était du bruit, il a enlevé l'information, et puis pas de chance. Là, sur cet exemple, c'était une prolifération endoluminale au niveau d'un stent, et l'algorithme de reconstruction itérative s'est dit « Ah tiens, il y a du bruit, je vais l'enlever », et puis finalement, il a enlevé quelque chose qui nous intéressait. Donc tout ça pour dire que on est perturbé par le bruit, on peut plus ou moins le supprimer par la reconstruction itérative, mais jusqu'à un certain point, et puis avec éventuellement certains soucis qui peuvent survenir. Alors il y a quand même aussi un autre problème, c'est qu'on fait une mesure, mais on ne fait pas une mesure à un endroit ponctuel de notre patient, mais on fait une mesure au sein d'un voxel. Le voxel, il a une certaine taille, donc on mesure au sein d'un volume. Alors le fait que ce soit pas ponctuel, vous connaissez l'effet de volume partiel, ça perturbe nos mesures. Et puis il peut y avoir un certain nombre de soucis avec la valeur de cette mesure liée à ça. Voilà, donc on mesure au sein d'un voxel qui a une certaine taille qui est non ponctuelle, et donc ça complique un peu l'interprétation de la mesure. Vous allez me dire à nouveau, oui, la résolution spatiale, finalement, c'est sûr que ça rend les choses moins précises, sauf que on dispose de filtres, et avec ces filtres, on peut gagner en résolution spatiale. On peut faire du traitement d'images, et on peut atténuer dans une large mesure le fait que les voxels sont un peu gros, et on peut rendre les choses plus précises. Alors, je voulais juste vous faire partager cette image-là à laquelle j'avais été confronté sur un de nos scanners. Cette acquisition thoracique, on avait utilisé un filtre dur pour essayer d'avoir une meilleure définition des contours, une meilleure résolution spatiale, une visualisation
et des mesures plus précises au niveau des interfaces entre les différents objets. Vous voyez les vaisseaux pulmonaires, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas comment ça passe sur l'écran, si quand même. On est un peu embêté par un tableau d'emboles pulmonaires multiples chez cette patiente qui venait pour tout à fait autre chose. Hein. C'était un bilan de suivi d'un CHC, mais elle allait parfaitement bien sur le plan pulmonaire. Et puis quand on reconstruisait avec un fil plus mou, ben, finalement ça donne ça. Donc c'est exactement la même acquisition, mais juste on a demandé un autre filtre. Et bah, effectivement, hein, les filtres, ça modifie les données de l'image, on fait un traitement d'image, on modifie les valeurs, et bah, en fonction du filtre, on peut passer de ça à ça. Hein, et puis donc finalement, il n'y avait bien sûr pas d'embolie pulmonaire. Bon, tout ça pour dire que si on veut lutter contre le problème de résolution spatiale limitée, rajouter des filtres, on optimise un peu les choses, mais il faut quand même aussi un petit peu se méfier parce que ça modifie nos valeurs. Et puis aussi quand même, une dernière chose, c'est que certes, on fait une mesure en essayant de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un voxel. Bon, ce n'est pas un point, c'est un voxel, c'est à un endroit du patient qu'on fait la mesure. Sauf que, est-ce qu'on mesure effectivement que les phénomènes qui se passent à l'endroit précis de ce voxel? En principe, oui. Alors, il faut quand même lutter contre quelque chose, c'est que quand on fait des mesures en scanner, on mesure le long d'un rayon, donc on fait une mesure cumulative de tout ce qui se passe à travers ce qu'a traversé le rayon. Bon, mais ça c'est quelque chose connu depuis l'origine du scanner. Tout le principe des méthodes de reconstruction, ben, c'est à partir de la mesure cumulative de ce qui a été traversé par le rayon, de reconstituer ce qui se passe dans chacun des voxels qui ont été traversés. Et pour ça, on a trouvé des méthodes mathématiques, algorithmiques. Normalement, ce travail, c'est l'objectif et c'est ce que fait la reconstruction, d'aller revenir à ce qui se passe à l'intérieur de chaque voxel. Mais en fait, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce que la mesure qu'on reçoit une fois que les rayons X arrivent sur le détecteur, ce n'est pas seulement ce qui se passe au sein des voxels qui ont été traversés, mais il y a pas mal de choses à prendre en compte. Il y a des facteurs géométriques, la source, elle n'est pas ponctuelle, le voxel, il a une certaine étendue dans l'espace, le rayon, il peut éventuellement passer à cheval entre plusieurs voxels. Ces rayons, il y a l'effet de cône, il y a les détecteurs multi-barrettes qui font que l'obliquité du parcours du rayon est complexe à prendre en compte. Et puis ce faisceau, il peut lui arriver pas mal de choses aussi sur son parcours. Il peut y avoir du diffusé qui vient perturber, qui vient envoyer des rayons qui viennent d'ailleurs en fait. Il peut y avoir un phénomène de durcissement du faisceau au fur et à mesure de sa traversée. Et tout ça, finalement, la valeur qu'on mesure au sein d'un voxel, c'est contaminé par les mesures de pas mal de choses qui se passent tout autour. Et ça rend les choses plus complexes. Alors, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais enfin, on a quand même fait des progrès. Et effectivement, ça, c'était les origines du scanner. En 82, vous voyez des artefacts très importants. On n'arrivait pas à prendre en compte tous ces facteurs géométriques en particulier. Il y avait une variabilité des mesures sur l'image. Et puis là, dans une des publications que je vous ai citées, voici un autre type d'image qui montrait, avec cette fois-ci un scanner de génération tout à fait récente, ils avaient fait des mesures pour évaluer les valeurs de densité. Vous voyez que quand même, sur leur scanner, ils avaient toujours un peu des artefacts avec ces espèces de roues. Hein. Alors, ils étaient bien calibrés, normalement, leur scanner. N'empêche qu'ils n'avaient pas tout à fait réussi à corriger tout ça. Alors, c'était en 2015, mais depuis, on a encore fait des progrès. Donc, pour prendre en compte tous ces phénomènes complexes qui vont affecter la mesure faite par le détecteur, eh bien, on a inventé des algorithmes de reconstruction itérative, toujours qui prennent en compte le bruit, mais en plus, qui sont model-based, donc dans le modèle de reconstruction, on intègre tout un tas d'informations sur justement ces phénomènes géométriques, physiques, complexes, qui affectent la mesure, et en les modélisant, on essaye de les corriger. On essaye de les corriger. Et puis en plus, il y en a qui sont particulièrement compliqués à prendre en compte. Par exemple, le rayonnement diffusé, c'est compliqué. Du coup,
voilà, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui influencent notre mesure. Et puis, même avec les algorithmes model-based, c'est de plus en plus complexe, mais ce n'est pas encore tout à fait tout géré. Au final, qu'est-ce qu'on se rend compte? Les mesures, en fait, elles sont quand même pas mal variables. Il y a plein de facteurs, la dose, l'énergie, le constructeur, la machine, la méthode de reconstruction. Puis dans tout ça, il y a plein de paramètres. Et selon comment on règle les paramètres, ou comment le constructeur a réglé les paramètres, les mesures vont changer. Et ça, voilà encore une autre publication relativement récente, où ils sont intéressés à un certain nombre de lésions. Il y avait des nodules dans le foie, des nodules dans le poumon, et puis des calculs dans l'appareil urinaire. Ils ont fait plein de mesures quantitatives sur ces lésions, et en testant plusieurs algorithmes de reconstruction, plusieurs doses. Et puis, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Qu'en fait, les mesures quantitatives qu'ils faisaient variaient beaucoup. Donc, non seulement la valeur en unité Hounsfield, mais aussi finalement les critères de taille des lésions, de morphologie des lésions, de texture des lésions, les caractéristiques de contour des lésions. Et donc ils sont tombés, comme on peut s'y attendre après tout ce que je vous ai montré, sur le fait qu'il y avait une grande variabilité, y compris de tout un tas de critères quantitatifs. Alors bon, est-ce que c'est embêtant? On a l'impression que c'est embêtant puisque la radiologie s'oriente vers l'ère des radiomix. On essaye d'extraire plein de critères quantitatifs sur nos images et de tirer des conclusions sur ces différents critères quantitatifs qu'on a été extraire de nos images. Donc on aimerait bien quand même que les mesures soient relativement reproductibles et pas affectées par tout un tas de variabilités. Je vais vous faire participer une dernière fois, car vous allez me dire quelque chose. Alors, je vais peut-être vous devancer, mais ce que vous allez me dire, c'est que oui, bon, finalement, c'est vrai que c'est compliqué, il y a plein de variations qui dépendent de plein de facteurs, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre tout ça? Il suffit de mettre tout ça dans une grosse base de données, de faire tourner du machine learning dessus. Et puis, même si les données paraissent compliquées, affectées par plein de facteurs, il y a des choses qui vont ressortir et la machine va être capable de mettre en évidence des règles et des données d'interprétation qui vont nous intéresser. Donc ça, effectivement, ça repose sur le principe qu'on a pu fournir à la machine suffisamment de cas, suffisamment représentatifs, avec tout un tas de facteurs, même des facteurs compliqués. Et puis la machine va coder les règles d'interprétation dans tout un tas de pondérations, par exemple dans un réseau de neurones, et puis à la fin, ça va vous sortir le bon diagnostic, même si pour nous, il semblerait qu'il y ait plein de facteurs de variabilité qu'on a du mal à prendre en compte. Bon, donc là, on en arrive là. On peut faire quand même des choses avec des diagnostics performants, éventuellement s'aidant de ces algorithmes de machine learning à partir de ces données dont on a vu qu'elles ont plein de facteurs explicatifs. Puis ces algorithmes, voilà, ça va dépendre des conditions d'apprentissage, de ce qu'on leur a fourni au départ. On ne comprend pas toujours tout ce qui se passe à l'intérieur de ces algorithmes, mais ça peut marcher. Alors, à ce stade de mon exposé, là, je vais revenir à ce que je vous avais dit au début. La TDM, c'est simple et fiable. Bon, vous aurez compris que je n'étais pas en train de vous convaincre que finalement la TDM, c'est simple. J'espère vous avoir pas trop perdu, mais bon, c'est quand même un peu compliqué. Et puis, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent dans tout ce circuit. Et du coup, la question de la fiabilité, ça mérite effectivement qu'on se la pose sérieusement. Alors, pour essayer de conclure un peu là-dessus, peut-on se fier à la TDM? Je suis quand même obligé de dire plus ou moins. Alors, on s'en sert de la TDM, on fait plein de choses formidables avec, donc oui, quand même. Mais vous voyez tout un tas de facteurs. Et ce qui est peut-être un petit peu embêtant avec tous ces facteurs, c'est que tous ces algorithmes qu'on essaie de rajouter sur les mesures faites par le scanner, il y a aussi un petit côté un peu secret, propriété industrielle. On a
pas toujours accès aux données brutes, aux données corrigées. Les algorithmes, on ne sait pas toujours comment ils marchent. Donc je pense que si on veut augmenter la confiance qu'on peut avoir dans tout ça, il faut quand même essayer d'œuvrer pour que les données, les algorithmes soient le plus ouverts possible et que ça nous permette de les évaluer de manière la plus extensive possible. Donc ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, c'est que c'est pas mal quand même de laisser aussi un radiologue un peu au contrôle de tout ça, au pilotage de tout ça. Un radiologue qui a du sens clinique, qui voit le patient et puis qui regarde toutes ces données et puis qui est capable après d'en discuter avec le patient et de voir s'il n'y a pas eu un bug quelque part dans toute cette chaîne. Voilà, je vous remercie.